L'histoire commence, alors que nous voyons notre héros parler de la manière dont il a été harcelé au collège, ce qui l'a poussé à se renfermer sur lui-même. Un jour, alors qu'il est sur son téléphone, il est soudainement enveloppé par une immense lueur et se retrouve devant une déesse qui le félicite d'avoir été choisi pour être réincarné. Réalisant qu'il est probablement décédé dans sa chambre, il entend la déesse l'avertir que le nouveau monde valorise uniquement la puissance magique, et elle lui promet un petit coup de pouce. En entendant cette offre incroyable, notre protagoniste décide qu'il devrait essayer de reproduire sa vie recluse dans ce nouveau monde, espérant passer ses journées à regarder des animes et jouer aux jeux vidéo. Ainsi, notre protagoniste est réincarné en tant que bébé, et il aperçoit un roi qui s'adresse à sa femme Giselotte, heureux de voir que leur enfant est un garçon et qu'il possède un insigne royal comme marque de naissance. Déduisant que ses parents sont de la royauté, notre protagoniste se réjouit à l'idée d'une vie facile, mais il remarque que le roi fait évaluer son potentiel avec une boule de cristal. Le roi, issu d'une lignée purement royale, et sa femme, une puissante aventurière, espèrent que leur fils atteindra un niveau de mana d'au moins 40 ou 50. Cependant, ils sont déçus lorsque l'orbe révèle que le niveau maximal de mana du protagoniste est de 2. En plus de cela, l'orbe indique que le protagoniste n'a aucune affinité élémentaire et ne peut utiliser que la magie de barrière, ce qui déçoit le roi et la reine. Craignant de devenir la risée des autres nobles, le roi et la reine décident de feindre la mort de leur enfant, affirmant qu'il est décédé à la naissance, bien qu'il soit peiné d'avoir déjà donné au protagoniste le nom de Reinhardt. Choqué que ses parents ne veuillent pas de lui, le protagoniste entend le roi ordonner à ses serviteurs de l'abandonner dans une forêt voisine, impuissant à réagir. On passe à la déesse qui l'a réincarnée, elle discute avec un autre dieu et admet qu'elle a accordé à notre protagoniste un niveau trop élevé, ce que l'orbe ne pouvait pas détecter, et qu'elle a oublié de lui donner des affinités élémentaires. Plus tard dans la nuit, nous voyons notre protagoniste recroquevillé dans une couverture, luttant pour bouger. En testant sa magie de barrière, il imagine un cube et parvient facilement à en créer un. En testant différentes couleurs et formes, le protagoniste se demande s'il peut s'entourer d'un cube et est impressionné lorsqu'il réussit à se soulever avec sa magie de barrière, heureux de savoir qu'il peut au moins fuir en cas de danger. Mais il est pris de court lorsqu'un monstre s'approche en douce, l'obligeant à dresser une barrière juste avant d'être dévoré. Surpris par la solidité de sa barrière, notre protagoniste bombarde le monstre avec des cubes, mais, voyant qu'ils n'ont aucun effet, il tente ensuite de lui lancer des arbres. Le monstre ne cédant toujours pas, le protagoniste soulève un énorme morceau de terre avec sa barrière, prêt à écraser le monstre, mais il entend soudain la créature parler. En s'arrêtant pour discuter, notre protagoniste refuse le nom de Reinhardt et se présente comme Haruto, puis voit la créature s'excuser, expliquant qu'elle voulait simplement reconstituer son mana en le dévorant. Sachant que son corps est encore trop jeune pour parler, Haruto entoure ses cordes vocales d'une barrière, capable de les faire vibrer pour émettre des sons. Choqué qu'un bébé parle, la créature se demande qui est ce Haruto, ce qui pousse Haruto à se présenter et à dire qu'il a été abandonné. Sentant une grande quantité de mana émanant de lui, la créature demande avec insistance si Haruto est le roi démon réincarné. Ne voulant pas que la créature découvre qu'il était un reclus sans emploi, Haruto prétend être le roi démon, effrayant la créature, qui offre alors sa vie à Haruto. Voyant la créature être si dramatique, Haruto lui dit qu'il la laissera vivre tant qu'elle ne tente pas de l'attaquer. Reconnaissante d'être épargnée, la créature se présente comme un flamme fan rire, mais Haruto l'appelle simplement Flay avant de partir. Alors qu'il s'éloigne, Flay l'arrête, expliquant que le fait de lui avoir donné un nom a créé un pacte de maître et serviteur entre eux. Ne comprenant pas ce qu'il vient de faire, Haruto commence à perdre conscience, n'ayant rien mangé depuis sa naissance. Prête à tout pour son maître, Flay se transforme en forme humaine, mais réalise qu'elle n'a pas de vêtements, ce qui pousse Haruto à la couvrir avec un sort de barrière. S'excusant pour son impolitesse, elle se demande quoi donner à manger à Haruto, mais entend soudain quelqu'un approcher de loin. En voulant tuer le ranger, Flay reçoit l'instruction de résoudre pacifiquement tout conflit en premier, en lançant une barrière qui permettra à Haruto de lui parler à distance. En confrontant l'homme, Flay exige de savoir pourquoi il est là, apprenant qu'il est un parent des parents d'Haruto venus pour secourir l'enfant abandonné. Accusant l'homme d'utiliser un bébé pour des motifs inavoués, Flay réalise son erreur lorsque l'homme révèle qu'il a apporté du lait maternel pour Haruto, qui est ravi de pouvoir enfin se nourrir. Toujours méfiante, Flay demande les véritables intentions de l'homme, apprenant qu'il a perdu son propre enfant dans le passé et souhaite se racheter en prenant soin de Haruto. Ému par cette histoire tragique, Flay conclut que cet homme est plus qualifié pour élever son maître, mais déclare qu'elle n'acceptera qu'à condition d'être son assistante personnelle. Avec l'accord de Flay et de l'homme, celui-ci aide à détruire le berceau de Haruto pour simuler la mort de l'enfant. 9 ans plus tard, Haruto vit au sein de la famille du margrave Gold avec une mère, un père et une sœur cadette nommée Charlotte. Heureux de vivre avec une famille aimante, Haruto remarque que Charlotte est très timide avec lui, ce qui attire l'attention de Flay, qui leur dit de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Voyant que Charlotte est très proche de Flay, Haruto ressent de la jalousie en les observant jouer ensemble dehors.
En voyant Haruto les fixer sans expression, la mère de celui-ci le réconforte en expliquant que Charlotte est simplement timide et ne sait pas comment se comporter avec des garçons de son âge. Entendant cela, Haruto se demande si Charlotte sait qu'il est en réalité un adulte réincarné dans le corps d'un jeune garçon, mais il entend sa mère lui rappeler qu'il héritera un jour de leur fortune et lui suggère de jouer de temps en temps avec Charlotte au lieu de s'enfermer dans sa chambre. De retour dans sa chambre, Haruto pense à fuir pour vivre une vie indépendante, mais sait que cela rendrait Flay dévasté et que sa famille se sentirait trahie. Haruto révèle que, pendant qu'il s'était isolé, il avait fabriqué un robot à son image. Cependant, le robot n'est pas encore capable de parler. Se demandant s'il pourrait créer des copies robotiques d'autres personnes, il est soudainement appelé par son père dans la cour. Ce dernier lui annonce qu'il va l'entraîner à manier l'épée, inquiet de voir Haruto gâcher sa vie en pensant qu'il a un faible niveau de mana. Haruto évoque alors ses recherches en magie ancienne, ce qui surprend son père, mais celui-ci souhaite tout de même voir si Haruto a un potentiel en tant qu'épéiste. Lorsqu'il se prépare à s'affronter, Haruto ressent l'aura puissante de son père, qui a été guerrier toute sa vie et porte le titre de marteau de guerre fracassant la terre. Enveloppé de sa barrière, Haruto bondit rapidement vers son père, brandissant son épée en bois, mais son père esquive, et l'épée de Haruto se casse en deux en frappant le sol. Son père, choqué, remarque un énorme trou là où l'épée de Haruto a atterri. Prenant une posture de combat pour évaluer les compétences de son fils, il balance son épée vers Haruto, qui esquive sans effort son coup. Son père est stupéfait, sachant que seuls les guerriers de niveau 30 et plus peuvent esquiver de cette manière. En repensant à ses tentatives passées pour mesurer son niveau de mana, Haruto constate qu'aucun changement n'était jamais apparu. Il en déduit que la déesse, en échange de son faible niveau de mana, lui a probablement donné un potentiel illimité en magie de barrière. Sachant que son fils a encore beaucoup à apprendre, le père de Haruto continue son entraînement, tandis que Charlotte les observe. Ce soir-là, le père de Haruto discute avec sa femme pendant que Charlotte est allongée sur les genoux de sa mère. Il lui révèle que Haruto possède des compétences incroyables et se demande s'il pourrait être le descendant d'un démon, ayant entendu des histoires sur la famille royale expérimentant avec des démons. Refusant de croire une telle chose, la mère de Haruto attribue cela à l'insigne royal, qui pourrait provoquer des traits étranges, expliquant pourquoi une créature démoniaque comme Flay est si proche de Haruto. Néanmoins, les parents de Haruto affirment qu'ils continueront à l'élever comme un enfant normal, sans savoir que Charlotte écoute toutes leurs conversations. Allongé dans son lit, Haruto remarque que son père a été très occupé récemment, ce qui lui permet d'échapper à l'entraînement à l'épée. Soudain, en entendant des cris à l'extérieur, il utilise sa magie de barrière pour localiser l'origine du bruit et découvre plusieurs personnes blessées. Confrontant son père, Haruto apprend que ce dernier et ses hommes ont tenté de chasser des voleurs qui terrorisaient leur terre, mais ont sous-estimé leurs ennemis et ont été attaqués en embuscade, blessant sévèrement ses hommes. Voyant son père sur le point de craquer, Haruto retourne dans sa chambre, mais entend Flay insulter son père. Il la réprimande, puis soigne tous les soldats blessés. Cette nuit-là, Flay attend Haruto devant sa chambre pour s'excuser de ses paroles contre son père. Ensemble, ils explorent les alentours et découvrent plusieurs hommes campés à proximité. Haruto comprend qu'il s'agit de bandits et de chevaliers, mais trouve étrange que des hommes si faibles aient pu blesser gravement les troupes de son père. Il soupçonne la présence d'un traître dans leur rang et décide de résoudre le conflit rapidement. Avec Flay, il se dirige vers le camp des bandits, observé de loin par Charlotte. Sur place, le chef des bandits se réjouit de leur attaque surprise contre le père de Haruto, même s'ils n'ont pas réussi à éliminer le célèbre marteau de guerre fracassant la terre. Soudain, Haruto et Flay apparaissent. Les bandits brandissent leurs armes mais sont immobilisés par la magie de Haruto. Lorsqu'un des hommes menace Haruto, celui-ci l'envoie contre un mur, puis interroge les autres. Il apprend que les bandits sont des chevaliers de l'Empire, un royaume voisin, envoyés pour semer le chaos. Réalisant que quelqu'un d'influent souhaite s'emparer des terres de son père, Haruto n'a plus de questions à poser et ordonne à Flay de détruire le camp, ce qu'elle fait en éliminant tous les ennemis. En traversant la forêt, Haruto réfléchit à la nécessité de mieux comprendre la politique de ce monde. Cependant, il décide d'abord d'informer son père de manière anonyme de ce qu'il a découvert. Le lendemain matin, le père de Haruto, tenant Charlotte sur ses genoux, apprend que les bandits ont été éliminés ou capturés. Inquiet des intentions de l'Empire, il se demande qui a pu tuer les bandits. Il déduit que la personne responsable est froide, calculatrice et capable d'utiliser la magie du feu, ce qui l'amène à penser que Flay pourrait être impliqué. Charlotte, ayant remarqué que Haruto et Flay avaient quitté le château cette nuit-là, quitte précipitamment la pièce de son père pour confronter Flay. Elle exige de savoir qui est réellement Haruto, expliquant qu'elle les a vus partir ensemble. Cependant, lorsqu'elle est entrée dans la chambre de son frère, elle l'a vu dormir dans son lit, mais cette fois, elle n'a pas senti son puissant mana. Charlotte commence à ressentir la force écrasante de Haruto, suscitant l'admiration et les interrogations. Flay, impressionné, lui révèle que Haruto est le plus puissant être existant, dépassant même ses propres capacités, mais refuse de dévoiler son identité véritable.
Cette révélation éveille encore plus la curiosité de Charlotte, qui décide de surveiller les actions de Haruto. Haruto remarque ses soupçons croissants et commence à surveiller ses propres mouvements en retour, trouvant même mignon le fait qu'elle le suive en cachette. Plusieurs jours passent ainsi, et Charlotte continue d'observer Haruto, le suivant dans ses routines quotidiennes. Un matin, alors qu'ils prennent le petit déjeuner en famille, Haruto apprend que Charlotte et leur mère vont assister à un festival annuel. Haruto propose qu'elle prenne Flay pour les protéger, mais se souvient qu'il l'a envoyée en mission pour intimider les monstres à proximité des villages. Plus tard, alors que Haruto est allongé dans sa chambre, il reçoit une alerte et découvre que sa mère et Charlotte ont été attaqués par des bandits. Les chevaliers tentent de les retenir, mais les bandits lancent des projectiles magiques, forçant la mère de Haruto à utiliser sa mana pour les bloquer. Malheureusement, elle est blessée par l'un des projectiles. Haruto guide Charlotte par télépathie pour qu'elle conduise leur mère plus profondément dans la forêt. À un certain moment, la mère de Haruto, suivant les instructions, utilise sa magie pour amortir leur chute et se cache avec Charlotte dans une grotte recouverte de magie d'illusion. Espérant qu'un héros viendra les sauver, elle décide de partir chercher de l'aide, laissant une Charlotte effrayée seule dans la grotte. Pendant ce temps, les bandits rattrapent la mère de Haruto, qui, sachant qu'elle sera torturée si elle est capturée, sort un poignard pour mettre fin à ses jours, refusant de trahir la cachette de Charlotte. Juste avant qu'elle ne puisse se blesser, Haruto intervient, détruit le poignard et la protège. Enragé par les actions des bandits, il libère un cri puissant qui les neutralise tous d'un seul coup. Dans la grotte, Charlotte ressent alors l'aura familière de Haruto, lui signalant que sa mère est en sécurité et que l'aide est en route. Quand Haruto apparaît à l'entrée de la grotte, Charlotte sort de sa cachette et lui demande s'il est le héros de justice venu pour les sauver. Se rappelant les paroles de sa mère, Haruto lui confirme qu'il est bien un héros de justice et lui demande de garder son secret, ce qui ravit Charlotte. Ainsi, le lien entre Haruto et Charlotte s'intensifie, chacun cachant des mystères et des vérités profondes, tout en naviguant les épreuves et les secrets de leur monde dangereux. Cette nuit-là, Haruto et son père apprennent que Charlotte et sa mère sont désormais escortés par Flay, et que tous les chevaliers blessés lors de l'embuscade ont été miraculeusement guéris. Curieux, le père de Haruto demande son avis sur les événements, mais Haruto essaie de détourner la conversation. Son père insistant, Haruto en profite pour insinuer qu'il pourrait y avoir un traître ayant permis l'entrée de tant de bandits dans leur domaine. Satisfait de voir son père commencer à suspecter des personnes proches de lui, Haruto entend ensuite son père mentionner une mystérieuse dame dangereuse. Avant qu'il ne puisse demander plus de détails, Charlotte, la mère de Haruto et Flay rentrent enfin chez eux. En entrant, Charlotte se précipite dans les bras de Haruto, ce qui surprend tout le monde et suscite la curiosité, car ils se demandent quand Charlotte et Haruto sont devenus si proches. Heureusement, les parents de Haruto sont heureux de voir leurs enfants s'entendre aussi bien, bien que Flay montre des signes de jalousie face à la proximité de Charlotte avec son maître. Quelques jours plus tard, Charlotte commence à rendre régulièrement visite à Haruto dans sa chambre sans frapper, ce qui l'irrite un peu. Cependant, il trouve cela adorable et préfère cela à son ancienne attitude de méfiance envers lui. Curieuse, Charlotte demande à Haruto sur quoi il travaille, et il lui explique qu'il expérimente des sorts de surveillance, qu'il classe comme de la magie ancienne. Étonnamment, Charlotte mentionne avoir vu un sort similaire dans la bibliothèque de leur maison, un lieu dont Haruto ignorait l'existence. Charlotte revient rapidement avec plusieurs livres, et tous deux découvrent que la magie ancienne a été oubliée au fil des siècles, remplacée par la magie élémentaire. Haruto, intrigué, se demande si sa magie de barrière pourrait également être de la magie ancienne. Heureux de voir Charlotte aussi intéressée, il est encore plus surpris de découvrir qu'elle a déjà commencé à lire des livres avec l'aide de leur mère et de Flay. Profitant de ce moment, Charlotte s'assoit sur les genoux de Haruto et lui demande de lui lire des passages. Ils découvrent ensemble que les dieux peuvent voyager entre les mondes, un concept que Haruto compare à des thèmes courants dans les animes qu'il a vus. Intrigué, Charlotte pose des questions, ce qui pousse Haruto à essayer de lui expliquer l'animation, les images en mouvement et les cadres colorés. Bien que craintif de l'avoir choqué, il est surpris et ravi de voir Charlotte fascinée par l'anime. Haruto consacre ensuite 2 semaines à installer un ordinateur et à créer son propre système internet pour permettre à Charlotte de regarder des animes. Rapidement accrochée aux couleurs vives et aux animations, Charlotte est cependant confrontée à des difficultés pour comprendre le japonais. Haruto décide alors de lui enseigner les bases, et il est impressionné par la rapidité avec laquelle elle progresse. Après 2 semaines, Charlotte commence même à explorer les animes de genre zombie, ce qui amène Haruto à se demander si elle est un génie. Il lui impose alors une limite d'écran de 3 heures par jour, notant qu'elle devient de plus en plus énergique. Un soir, cependant, Charlotte s'endort à table, ce qui intrigue sa mère. Lorsqu'elle apprend que Charlotte apprend la magie ancienne avec Haruto, elle est ravie et les encourage tous deux à continuer. Plus tard, avant de se coucher, Haruto remarque que Charlotte s'est glissée dans son lit, sa mère les observant avec un sourire, heureuse de voir leur lien se renforcer. Le lendemain matin, la famille se rassemble pour dire au revoir au père de Haruto, qui part enquêter sur la recrudescence de bandits dans la région.
Retournant dans la chambre de Haruto, Charlotte semble triste, craignant pour la sécurité de son père. Haruto la rassure en lui disant qu'il est très fort, mais Charlotte, usant de son visage adorable, le convainc de suivre leur père pour veiller sur lui. Désireux de l'impressionner, Haruto se transforme comme les personnages d'anime que Charlotte adore et lui donne un écran pour qu'elle puisse suivre ses aventures en toute sécurité. Haruto commence alors à surveiller les environs et repère des bandits dans une grotte voisine. Il érige une barrière pour les piéger et, devant Charlotte qui observe l'action, se présente comme le héros de justice avant de neutraliser rapidement les bandits. Alors qu'il tente de quitter la scène, Haruto aperçoit son père et ses hommes arrivant. Son père, intrigué, demande si cet homme masqué a vaincu les bandits. N'ayant pas encore de nom pour son alter ego, Haruto se présente comme le héros de justice. Avant que son père puisse le remercier d'avoir sauvé sa femme et sa fille, Haruto s'envole, épuisé. De retour, il est contraint de maintenir ce personnage mystérieux pour impressionner Charlotte. Pendant ce temps, il continue d'améliorer son robot, mais est exaspéré par son comportement. Il réalise alors que Charlotte est dans la pièce, s'étant reposée dans son lit. Déconcertée, elle hésite à reconnaître qui est le vrai Haruto. Le duo est interrompu lorsqu'Haruto et Charlotte sont appelés pour accueillir des invités. À l'extérieur, ils rencontrent la princesse Marianne et le prince Laius. Le prince, méprisant, se plaint de la saleté des champs, ce qui amène Marianne à lui demander de se taire. Laius, plein de suffisance, exige que le père de Haruto s'incline davantage, rappelant à sa sœur qu'il est le futur roi, tandis qu'elle n'est qu'un outil politique. Voyant cette arrogance, Haruto lance un regard glacial au prince, qui, se sentant insulté, exige un duel. Armés de sabres en bois, Haruto et Laius se préparent à combattre. Haruto scanne les statistiques de Laius et découvre que ce dernier est niveau 9 sur un maximum de 40, ce qui est impressionnant comparé aux niveaux maximaux de 32 pour son père et de 33 pour la princesse. Le prince attaque en premier, mais Haruto esquive habilement. Il décide de se laisser frapper quelques fois pour évaluer la force de Laius, entourant son corps d'une barrière. En réponse aux provocations de Laius, Haruto se téléporte derrière lui et le met à terre d'un coup rapide. Le prince, furieux, tente de riposter, mais trébuche sans cesse, suscitant les interrogations de Marianne quant au niveau réel de Haruto. Le père de Haruto avoue ne pas comprendre l'origine de ses compétences exceptionnelles. À cet instant, Laius lance une boule de feu sur Haruto, mais celui-ci réagit en déployant une barrière invisible qui absorbe les projectiles. Incapable de comprendre, Laius exige des explications. Agacé par l'arrogance du prince, Haruto renvoie les boules de feu absorbées, forçant Laius à s'agenouiller et à admettre sa défaite. Après le duel, Marianne s'excuse pour le comportement de son frère, et Haruto accepte. De retour dans sa chambre, il réfléchit au fait que Laius et Marianne connaissent son niveau maximum de 2, se demandant si ses parents biologiques, qui l'ont abandonné dans la forêt, auraient divulgué cette information.